Chers amis des mots, soyez les bienvenus dans mes rêveries. Je m'appelle Manita Stéphanie, je suis genevoise, autrice et bêta-lectrice. Voyagez dans mes univers à travers les différents tomes de ce podcast pour apprendre à mieux me connaître ainsi que mes différentes créations. Bonne écoute! La série J'ai fait un rêve me permet de vous expliquer par quoi sont passés mes projets de l'idée à l'aboutissement. J'espère que cela vous plaira. Tome 1. Les inséparables. Chapitre 8. Nous arrivons à l'avant-dernier chapitre de ce podcast concernant mon premier roman. Je ne vous cache pas que j'avais envie d'aller jusqu'à l'étape de la publication, du travail éditorial, etc. Mais je pense que pour celui-ci, il y aura assez de contenu. Si ce n'est pas à travers ce podcast, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux que j'indique la plupart du temps dans mon profil pour pouvoir avoir certains détails qui auraient pu vous échapper ici, notamment les secrets, pas de tournage, mais les secrets d'écriture, toutes les petites anecdotes, éventuellement aussi les différentes étapes émotionnelles par lesquelles je suis passée. Tout ça, on va plutôt l'aborder sur mes réseaux sociaux, pas directement dans ce podcast par rapport aux inséparables. Mais je tenais à faire cet épisode-ci qui va traiter des différents types de corrections et un dernier épisode sur l'envoi aux maisons d'édition puisque c'est les deux thématiques pour lesquelles j'ai un peu plus de questions que les autres. Nous avons parlé d'une partie des corrections que j'ai appliquées sur mon manuscrit lors du dernier épisode où j'ai parlé d'alpha et de bêta lecture. Mais je n'ai pas vraiment parlé de la suite des corrections. Parce que oui, quand on écrit un roman, le gros du boulot, pour moi en tout cas, ce n'est pas de l'écrire, mais c'est de le corriger. Il y a des auteurs que je connais, que je côtoie, qui adorent cette phase. En fait, ils préfèrent corriger, rafistoler, enlever, tronquer, retravailler le fond, qu'écrire l'histoire. Et même si on est tous nés différents et on grandit tous différemment, les gars, je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi vous aimez vous torturer l'esprit. Parce que oui, c'est exactement ce que je disais aussi dans d'autres épisodes. Pour moi, réécrire, corriger, c'est une torture. Alors autant les premières phases de correction, c'est-à-dire suite à l'alpha et à la bêta lecture, parce que je sais que les améliorations que j'apporte à mon manuscrit sur la forme seront de toute façon du bonus, et sur le fond, je me dis que voilà, chacun plante sa petite graine et puis me donne des conseils. Je vois plutôt, en tout cas jusqu'à maintenant, l'alpha et la bêta lecture comme des conseils qui me permettent de... Le problème, c'est quand ces conseils-là deviennent des impératifs. Parce que oui, forcément, dans un manuscrit, et y compris dans Les Inséparables, il y a eu plein de fois où, quand je me suis relue, quand j'ai relu les commentaires des bêta-lecteurs, des alpha-lecteurs, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire ? Et je suis aussi parfois tombée sur des incohérences. Par exemple, des moments où j'écris qu'un personnage est ici et je manipule mal l'ellipse, par exemple, le saut dans le temps, et on ne comprend plus comment ça se fait qu'on est en automne alors que précédemment on était en plein début de l'été. Et c'est en fait cette phase-là qui pour moi est très fatigante, très difficile à concevoir parce que pour moi, et c'est toujours dans cet esprit de décharge, le roman est écrit. Donc, je l'ai déchargé et c'est là en fait qu'il faut se brancher en mode mais en fait, je l'ai pas écrit que pour moi, ce roman. Je l'ai écrit pour qu'il soit lu. Et donc, si je veux qu'il soit lu et apprécié, eh bien, il faut que ça tienne la route. Donc forcément, les remarques de cohérence ou les remarques qui concernent le sens de certaines phrases, le sens de certaines décisions que j'ai pu prendre ou que j'ai pu poser sur le papier, eh bien, je dois les prendre en compte. Parce que sinon, mon roman, il sera pas lu et apprécié, si j'ose dire, à sa juste valeur. Et pour moi, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées dans les épisodes précédents, c'est vraiment une étape difficile.
Parce que en fait, c'est comme si mon roman m'échappait un peu. Bizarrement, hein, c'est assez paradoxal d'ailleurs. Parce que je pense que c'est pour ça que certains auteurs apprécient cette phase-là, parce qu'ils ont l'impression de tout maîtriser dans la situation et d'aller au plus juste et de faire en sorte que l'univers soit le plus juste possible, que les personnages tiennent vraiment la route, que chaque boucle est bouclée. Mais moi, en fait, je crois que ça provoque une angoisse en moi de me dire je suis tombée là et il va falloir que je réécrive entièrement ce chapitre ou ce passage parce que j'ai merdé tout simplement. Je ne sais pas vraiment pourquoi, il faudrait que j'investigue ça genre en psychothérapie, mais peut-être que ça me renvoie à une angoisse profonde de pas faire comme il faut, ou alors à l'angoisse peut-être un peu secrète comme ça de ne pas plaire comme je suis, et donc il faut que je modèle mon esprit et ce que j'ai voulu dire pour que les gens le perçoivent. Ouais... Je crois que c'est ça en fait. Je crois que c'est vraiment ça. Aussi, ce que j'avais entamé de vous exposer lors du précédent chapitre, c'est qu'il y a des passages dans les corrections où soit on doit étoffer le roman, soit on doit le tronquer. Et il y avait un problème majeur avec Les Inséparables que je savais être un problème dans le sens que les éditeurs souvent sont frileux à éditer déjà des premiers romans, mais ensuite et surtout des gros romans. Si vous regardez un petit peu, si vous êtes auteur d'ailleurs et que vous avez déjà envoyé des manuscrits en maison d'édition, vous aurez vu que souvent les maisons d'édition demandent des one-shots, c'est-à-dire des exemplaires uniques. Parce qu'en fait, éditer des livres en plusieurs tomes ou des livres très épais, ça coûte beaucoup d'argent. Et vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a actuellement une crise du papier. C'est un petit peu vulgarisé comme ça, mais si vous cherchez un peu cette thématique sur Internet, vous allez trouver des articles qui fait que les éditeurs et les distributeurs et les diffuseurs ont de la peine à se procurer des grandes quantités de papier. Et donc, il y a énormément de sorties de livres papier qui ont dû être repoussées. Donc, le livre est peut-être sorti un mois ou deux avant en numérique. Puis, il est sorti en papier une fois que la crise a pu être maîtrisée et suffisamment, on va dire, endigué pour que le livre puisse sortir en papier. Au moment où j'ai soumis Les Inséparables en maison d'édition, il n'y avait pas cette crise du papier. Toutefois, je me suis rendu compte que ça allait vraiment poser problème, que j'ai écrit une énorme pavasse. Il faut savoir que quand j'ai commencé à faire les corrections, quand j'ai terminé la première phase de cette correction avec alpha, bêta lecture et mes propres corrections, j'ai enlevé 30 pages A4 écrites en calibri 12, donc ce n'est pas une écriture énorme, sans interligne particulier, etc. Donc c'est 30 vraies pages A4 bien remplies que j'ai retirées de mon roman en me disant finalement c'est peut-être pas nécessaire d'écrire ça. J'avais fait d'ailleurs une feuille avec donc j'avais pris chaque chapitre et quand j'avais tout réécrit, j'avais calculé avec Word et la fonction révision combien j'avais écrit de mots avant et combien j'avais écrit de mots après. Et donc j'enlevais plusieurs centaines de mots parfois par chapitre. Plus j'avançais dans le roman et moins j'en enlevais. Et c'était très embêtant et j'étais là, mais mon Dieu, il va faire combien de pages et tout. Et du coup, je me suis retrouvée avec un roman à 398 pages A4 et je me suis dit mais mon Dieu, avec le format dans les maisons d'édition et tout, même en grand format, ça va être un gros pavé quoi. Malgré tout, j'ai quand même décidé d'envoyer mon roman en maison d'édition, à plusieurs maisons d'édition, et c'est une question qui restait tout le temps en suspens dans mon esprit, à me dire si les maisons d'édition refusent. La grosse raison, c'est peut-être que mon roman est trop gros. Alors dans la lettre d'accompagnement que j'ai envoyée avec, j'avais précisé que je pouvais le faire en 2 tomes et tout ça, mais comme je vous ai dit avant, les maisons d'édition ont certaines réserves par rapport à l'édition de romans en 2 tomes, particulièrement quand ce sont des romans de primo-romanciers, comme on dit un peu dans le domaine. Donc voilà. Pour moi, cette phase, elle est très compliquée et elle est toujours compliquée. La phase d'écriture, vous l'aurez compris avec les précédents chapitres de ce podcast, c'est une phase que j'adore parce que j'ai une phase de décharge à l'intérieur, j'ai une phase de plaisir, d'incarnation, de faire vivre mes personnages, de développer enfin l'histoire qui traîne dans ma tête depuis parfois des années. J'ai vraiment ce développement
qui prend vie. J'ai des émotions incroyables pendant que j'écris. Et puis, j'ai un plaisir certain quand même à passer à la phase suivante d'alpha lecture, bêta lecture. Mais pour tout ce qui est correction personnelle, à presque n'importe quel stade, en fait, tout ce qui est relecture, remaniement surtout. Vraiment cette phase de réécriture, des moments entiers que je dois enlever ou des moments entiers que je dois rajouter après coup. Quand je ne suis plus en fait dans le flow de l'écriture, eh bien, ça devient très compliqué pour moi. Pour les inséparables, du coup, je l'ai fait quand même, parce que c'était obligé, il fallait que je réécrive ce roman ou certains passages avant de l'envoyer en maison d'édition, et c'était très important pour moi. Et c'était d'autant plus important, et j'étais d'autant plus fière de moi, d'avoir enlevé ces 30 pages. Évidemment, je les ai gardées à côté, et évidemment, j'ai fait plusieurs versions aussi des documents pour, entre guillemets, ne rien perdre. J'ai fait une version alpha lecture, en tout cas où c'est marqué première correction, une autre version pour les corrections après bêta lecture, et c'est sur cette version-là que ensuite je vais tout relire. Souvent, à ce moment-là, j'imprime le manuscrit. Je vous laisse imaginer la taille du truc à 398 pages à 4. Évidemment, je fais du recto verso, mais c'est pas très écologique, pardon planète. En fait, je relis une dernière fois en papier. Parce que sur l'écran, au bout d'un moment, il y a tellement de choses qui nous échappent et on fait tellement de corrections, de recorrections, etc. que les plus petites coquilles, on les voit plus. Et même comme ça, une fois que j'ai utilisé cette version papier, je reporte tout sur l'ordinateur, et bien après, quand ça passe au niveau de la maison d'édition ou du correcteur professionnel, il y a toujours des coquilles. Ça, c'est impossible de passer à côté. Pour moi, en fait, cette phase de correction, elle est aussi primordiale au roman que elle m'est détestable, en fait. C'est vraiment une phase que j'aime pas vraiment. J'aime faire grandir mon roman, mais si je pouvais zapper, en fait, cette étape et mandater quelqu'un, je sais pas, une autre personne qui est dans ma tête, pour pouvoir faire cette phase de correction et que je n'ai plus à m'angoisser avec mais si, est-ce que ça va être apprécié par les lecteurs, est-ce que ça va être problématique, est-ce que si, est-ce que ça, en fait c'est tout des questions que je me pose pas vraiment quand j'écris le roman, parce que en fait je kiffe trop cette phase d'écriture, donc je suis pas au début à me poser ces questions, et puis là surgissent toutes les questions essentielles et que je dois absolument résoudre, sinon ça marche pas. Je vais terminer ce podcast en vous parlant des corrections éditoriales, puisque, comme vous le savez, si vous me suivez depuis le début de ce podcast, Les Inséparables vont être édités aux éditions Cadaline au mois de mai 2022. Donc, je ne peux pas parler de correction par une correctrice professionnelle ou d'échange avec des correcteurs professionnels, puisque dans la maison d'édition où je suis éditée, il n'y a pas de correcteur professionnel. C'est mon éditrice, en fait, qui a fait les allers-retours des corrections avec moi. Donc cette phase-là, elle était particulière, c'est-à-dire que moi je ne savais pas en amont si mon éditrice allait enlever beaucoup de textes ou pas. Elle a pris le risque financier et commercial entre guillemets d'éditer mon roman, et elle a aussi le droit, vu que je lui ai vendu les droits du livre, de me dire ce passage n'est pas du tout cohérent, il faut enlever complètement ce chapitre parce que c'est pas possible. Et à ce stade-là, on peut évidemment rentrer dans une négociation, mais je vous avoue qu'on était un peu pressé par le temps. J'en parlerai peut-être en off ou si on me pose la question directement, n'hésitez pas à venir me dire, je vous parlerai un peu de cette expérience d'édition. Mais quoi qu'il en soit, les corrections éditoriales, des retours que j'ai d'amis auteurs, d'éditeurs ou de mon éditrice, je peux vous décrire un petit peu ce que c'est. Les corrections éditoriales, elles concernent tant le fond que la forme. C'est dans la mise en page, dans quelques phrases qu'on a retirées, etc., que on a gagné quelques pages par rapport à la version finale du manuscrit. Il s'agissait en fait surtout de ce qu'elle a souligné de restant de coquilles. Il restait aussi des problèmes de formulation quand même assez maladroits. Et à ce stade-là, personnellement, parce qu'on était pressé par le temps et parce que je faisais confiance aussi à mon éditrice, je n'ai pas relu l'entier du manuscrit. C'est-à-dire qu'elle m'envoyait une version avec un certain nombre de pages. Je relisais ces corrections qui étaient directement dans le texte, surlignées, vous savez, avec l'option de Word aussi barrée, avec la correction en rouge et la suggestion.
Et à l'aide aussi de commentaires, elle me disait si il fallait enlever, qu'est-ce qui ne jouait pas dans la phrase, etc., etc. Et on a fait comme ça le ping-pong pendant, on va dire, à peu près 5 semaines. Après, on n'est pas rentré vraiment dans une super négociation pour différentes raisons que j'évoquerai pas forcément ici. Mais je pense qu'à ce stade-là, en fait, disons que moi, j'ai toujours tendance à penser qu'on travaille ensemble sur quelque chose. Et je le pense aussi, moi, dans ma pratique d'assistante sociale, c'est-à-dire qu'on œuvre ensemble aux côtés de quelqu'un, en tout cas en tant qu'assistante sociale, c'est ça, pour l'accompagner vers l'autonomie, vers une meilleure vie. Je vous résume mon métier en 2 secondes, hein. C'est bien plus complexe que ça, mais voilà. Et donc on va œuvrer avec d'autres collègues, avec d'autres partenaires, dans un sens, pour que ça fonctionne et que on arrive à quelque chose de commun et quelque chose qu'on a façonné ensemble pour servir de béquille à cette personne, entre guillemets, le temps de son rétablissement et du rétablissement de sa situation sociale. Pour le livre, pour moi, c'est pareil. Je me suis mise un peu dans la même position. Mon éditrice avait des choses à m'apporter et moi avec mon texte, je lui ai apporté le texte. Donc elle a pris ce risque de m'éditer, mais je ne l'ai pas mise entre guillemets sur un piédestal au sens où on était pour moi collègues sur ce dossier, sur ce travail. On allait faire grandir un manuscrit que j'avais déjà écrit et on allait le porter à un public donné. Le public de la maison d'édition est potentiellement plus grand. Donc, les corrections qu'elle a apportées, et c'était aussi très clair de son côté, je tiens à le souligner, que pour elle, c'est toujours l'auteur qui a le dernier mot sur le texte. Donc, si vraiment je n'étais pas du tout d'accord avec quelque chose qu'elle me suggérait, raison pour laquelle elle laissait d'ailleurs les corrections apparentes, elle n'a pas corrigé dans le texte directement en effaçant tout, eh bien, je pouvais dire que ça jouait pas pour moi et qu'on modifiait pas ce côté-là. Après, je pense qu'il faut pas prendre une position vindicative et il faut se dire que c'est une éditrice, elle sait ce qui marche, elle sait ce qui est maladroit, ce qui n'est pas maladroit, elle sait ce qui est compréhensible, pas compréhensible pour le certain public en question, en faisant, oui, des généralités, mais on est obligé au bout d'un moment. Je dirais qu'en fait, c'est un équilibre à trouver. À ce moment-là, il faut trouver sa position et il faut se dire, oui, j'ai écrit un texte, oui, l'éditrice connaît aussi son métier. Donc, elle a des choses à m'apporter, elle a des choses à m'apprendre, elle a des choses à me dire par rapport à la correction de ce texte et à la formulation et à éventuellement des chapitres qui seraient inutiles ou à réécrire. Et moi, j'ai apporté le corps du texte, j'ai apporté le concept et c'est moi quand même la plume dans l'histoire. C'est primordial pour les personnes, d'ailleurs j'en parlais dans l'épisode précédent, pour les personnes trop confiantes, de prendre un peu un caractère humble, d'apprendre à dire oui, j'ai merdé sur ce coup-là, ou oui, ça vaut la peine de réécrire ce chapitre, oui, la phrase n'est pas suffisamment claire, je vais prendre sur moi et corriger. À la fois, et ça je m'adresse vraiment aux auteurs, particulièrement ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, ne vous écrasez pas. Mais attention, gardez cet équilibre, c'est-à-dire qu'on peut pas dire « ouais, je vais pas me laisser faire, c'est pas comme ça que ça marche » et tout ça. Ben non, parce qu'en fait, on est à la fin du processus à ce moment-là, et le livre, il doit sortir, il va sortir, c'est dommage de se friter à ce moment-là. Donc, ne vous écrasez pas, l'éditrice n'est pas votre supérieur, l'éditeur n'est pas votre supérieur, il est un partenaire dans l'édition de votre roman. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont grimacer en écoutant ça, mais moi, j'ai voulu et j'ai maintenu dans mon esprit cette position-là, de me dire, il y a des fois où je dois faire des concessions et c'est normal parce qu'on ne fait pas le même métier et on n'a pas les mêmes attentes envers le livre. Vous ne pourrez pas de toute façon avoir votre livre tel que vous l'avez écrit si vous êtes en maison d'édition, ça c'est clair et net. Il y aura des choses à changer et des concessions à faire. Néanmoins, je pense que c'est vital de ne pas céder à tout, mais pas dans un esprit de révolte, plutôt dans un esprit de se dire, moi je l'ai écrit comme ça, qu'est-ce que ça va changer en moi, qu'est-ce que ça va changer dans le roman, de modifier les choses comme mon éditrice ou mon éditeur me le suggère. Alors, faut pas faire tout un processus de développement personnel, souvent on n'a pas trop le temps à cette phase-là, mais
c'est quand même hyper important de se dire qu'on est partenaire. Et vraiment, j'insiste là-dessus, désolée, je me répète beaucoup, mais c'est vraiment important de dire que on travaille ensemble sur un roman qui a été écrit avec le cœur, le corps et l'âme d'une personne, et l'idée, c'est de pouvoir le laisser s'envoler vers son public. Donc, à quel moment je fais des concessions, moi en tant qu'autrice, moi en tant qu'auteur, à quel moment je laisse couler, à quel moment aussi j'ai des choses à apprendre, si ça c'est intéressant, ah bah tiens, peut-être que dans la suite des corrections, je vais pouvoir appliquer ça aussi parce que c'est intéressant. Et d'ailleurs, dans ce processus de correction, il y a des choses que j'ai apprises et que j'utiliserai dans mes prochains romans. C'est quelque chose qui m'a fait grandir, quelque chose qui m'a appris des choses sur l'écriture, puisqu'en plus j'ai la chance d'avoir une éditrice qui est autrice, scénariste, et donc elle a tout un panel de compétences aussi qui font que elle m'a donné des conseils. Idem pour Sarah Schneider, qui a été mandatée à ce moment-là pour relire une dernière fois mon roman. Elle m'a donné plein de conseils. Moi, j'ai vu cette phase-là comme une phase moins désagréable que mes corrections personnelles sur le roman, dans le but d'être édité, puisque là on est entre guillemets accompagné dans un processus. Alors là, je peux pas dire que c'était des semaines et des semaines d'accompagnement, de travail acharné, etc. Travail acharné, oui, mais d'accompagnement et de développement personnel à nouveau, parce qu'on était très 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 pressé par le temps. Mais j'ai pris ça comme un enseignement et j'ai pris ça comme une leçon et pas justement comme une violence que je devais me faire à moi-même. Je me suis dit, bon, ça je laisse couler et ce sera pour le mieux. Et ça, finalement, ça me ressemble pas. Je vais dire que c'est pas possible de modifier. Mais pas dans le sens impératif, à nouveau, vraiment dans le sens, il me faut quand même un petit bout d'âme de moi, un petit bout de vocabulaire dans ce roman qui me correspond à 100%, que j'aurais pu écrire dans un autre contexte. Ça donne un objet livre final qui me correspond et que je suis heureuse de voir sortir bientôt. Retrouvez-moi dans le chapitre 9, l'envoi aux maisons d'édition, ultime chapitre de ce tome, Les Inséparables, pour avoir la suite et fin de l'histoire de mon roman.